Bienvenue dans Cap Amérique. Au sommaire cette semaine, un attentat déjoué aux États-Unis. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. La réponse sans appel du Chili à la Bolivie. Il lui refuse un accès à la mer, accès perdu lors de la guerre du Pacifique à la fin du 19e siècle. Et puis nous irons au Nicaragua suivre la construction du canal, le chantier du siècle qui exaspère les écologistes. C'est donc une première en Occident. Le groupe État islamique a revendiqué une attaque. C'était dimanche dernier sur le sol américain au Texas. L'attentat a été déjoué. Les deux assaillants visaient une réunion islamophobe. L'un des deux hommes était connu de la police, Axel May. Voici la photo de l'un des suspects, Elton Simpson, 31 ans, connu du contre-terrorisme américain. Selon les médias aux États-Unis, il vivait avec le second suspect, Nadir Soufi, 34 ans, dans cet appartement de Phoenix, Arizona. Nous avons entendu du bruit. On aurait dit des coups de marteau. Je suis allé à la fenêtre ici et j'ai regardé dehors. Il y avait plusieurs gars qui tentaient d'ouvrir la porte. Les enquêteurs du FBI connaissaient Elton Simpson. Cet employé d'un cabinet dentaire avait été condamné en août 2011 à 3 ans de mise à l'épreuve. À l'époque, dans des enregistrements téléphoniques, il disait vouloir rejoindre les islamistes somaliens et avait menti au FBI sur ses intentions. Avec son complice présumé, ils sont sortis de leur véhicule et auraient immédiatement ouvert le feu avec des fusils mitrailleurs contre le complexe où se tenait un concours de caricature du prophète Mahomet, blessant à la jambe un agent de sécurité. Un policier a répliqué avec son arme de service. Après la mort d'Elton Simpson, son père, Dustin, a regretté le mauvais choix fait par son fils. Nous sommes américains et nous croyons en l'Amérique. Ce que mon fils a fait reflète très mal ce qu'est ma famille. Dans les colonnes du Dallas Morning News, la mère de Nadir Soufi, le second suspect, a pour sa part indiqué qu'elle ne s'était pas rendue compte de la radicalisation de son fils, qui laisse orphelin un enfant de 8 ans. Et suite à cet attentat qui a été déjoué, les États-Unis ont promis 20 millions de dollars pour la capture de 4 membres du groupe État islamique. On reste aux États-Unis où les républicains auront l'embarras du choix pour la présidentielle. 3 nouveaux candidats se sont déclarés pour l'investiture du parti. Carly Fiorina, c'est l'ancienne patronne de Hewlett-Packard, le neurochirurgien Ben Carson et le pasteur Mike Cubby. 6 républicains sont désormais en lice et on attend la déclaration de l'ancien gouverneur de Floride, Jeb Bush. Côté démocrate, seuls 2 prétendants sont en course, Hillary Clinton et le sénateur Bernie Sanders. Un vieux conflit à présent entre la Bolivie et le Chili. À la fin du 19e siècle, une guerre éclate dans la région. À l'issue du conflit, la Bolivie perd 120 000 km² de son territoire et son accès à l'océan Pacifique. Depuis, La Paz tente par tous les moyens de récupérer cette sortie vers la mer. Elle a même saisi la Cour internationale de justice il y a 2 ans, mais le Chili refuse de céder. Cécile Galluccio. Sur la façade du palais bolivien, le drapeau bleu de la revendication maritime. Le président s'est fixé une mission, rendre à son pays un accès à la mer. Notre devoir est de défendre la justice. Notre obligation est de démontrer solidement, avec de nombreux arguments historiques et juridiques devant la communauté internationale, que la Bolivie doit retrouver un accès au Pacifique. Pour y arriver, Evo Morales a traîné le Chili devant la Cour internationale de justice, à La Haye. Le sujet est suivi de près par les Boliviens qui regardent en direct les audiences. Le désir de récupérer le littoral est collectif dans le pays. Au Chili aussi, beaucoup sont devant leur poste de télévision, et en particulier la présidente, Michelle Bachelet. Nous sommes calmes car notre délégation à La Haye fait bien son travail. Et je suis sûre que nous avons une défense solide avec de très bons arguments juridiques. Et justement, sur place à La Haye, chacune leur tour, les délégations tentent de convaincre les juges. Convaincre de récupérer le littoral côté bolivien, respecter les traités en vigueur côté chilien. Le fait que la Bolivie dispose d'un accès souverain au Pacifique est une question qui a déjà été réglée par le traité de paix de 1904. Cette question ne relève donc pas de la compétence de la Cour. Voici les frontières avant la guerre du Pacifique. En 1874, le pays perd une partie de son territoire et en 1883, l'opération se répète. La Bolivie n'a plus accès à l'océan Pacifique.
Depuis son arrivée au pouvoir en 2005, Evo Morales ne cesse de revendiquer cette perte. En 2011, il accélère les choses et fait appel aux autorités internationales pour appuyer sa revendication. Pendant le premier mandat de la camarade Bachelet, nous avons établi un agenda de 13 points entre pays voisins et frères. Et le dossier de la mer était inclus. Nous demandons seulement qu'ils assument leurs propositions, leurs offres. Rien de plus. Aujourd'hui, le Chili est le seul pays souverain sur la zone maritime. La Bolivie a tout de même un droit de passage, notamment pour son commerce. Mais Evo Morales espère obtenir un couloir terrestre pour accéder au Pacifique. Un précédent a eu lieu en 2013, cette fois-ci entre le Chili et le Pérou, l'autre grand perdant de la guerre du Pacifique. Lima a ainsi pu récupérer ses droits maritimes sur une zone de 27 000 km². C'est l'un des chantiers les plus pharaoniques de notre temps, la construction du canal du Nicaragua censé relier l'Atlantique au Pacifique. 50 milliards de dollars, 50 000 ouvriers, 50 travaux. Un projet qui cristallise aussi les tensions, manque de transparence et surtout risque de pollution. Le reportage est signé Laurence Cuvillier, Mathieu Comin. Il se trouve ici avec nous notre frère Wang Ying. Sous les projecteurs, l'idylle a l'air parfaite. Le président du Nicaragua, Daniel Ortega, déroule un tapis rouge au millionnaire Wang Ying. Avec ce projet, nous allons changer le monde et apporter plus de bonheur et de joie aux habitants de cette planète. Mais les cérémonies terminées, les critiques pleuvent. De la part des écologistes d'abord. Le canal va traverser le lac Nicaragua, la plus grande réserve d'eau douce d'Amérique latine. Il faudrait extraire des millions et des millions de tonnes de sédiments pour creuser le canal. Boue et sable principalement. Cela signifie que la qualité de l'eau va se perdre. Elle ne sera plus potable. Des milliers de pêcheurs et d'agriculteurs vivent de l'eau de ce lac. Et le canal va aussi déplacer 25 000 personnes qui vivent sur son tracé. Ça fait 30 ans que ma famille vit dans cette maison. Moi, je suis de ce village et je continuerai de me battre pour que tout cela ne soit pas détruit. Le contrat entre le Nicaragua et l'entreprise de Wang Ying, HKND, indique que les terres seront rachetées au prix cadastral, c'est-à-dire à peine 10% du prix du marché. Et le projet de canal n'a fait l'objet d'aucune consultation nationale. Nouris et les habitants de la zone continuent de se mobiliser, alors que les tensions s'aggravent. Depuis 3 mois, les enfants des environs ne vont plus à l'école. Depuis le début, le gouvernement essaie de manipuler les instituteurs. On leur dit qu'il faut parler du canal. Ce n'est plus de l'éducation, ce sont des menaces aux parents, pour nous obliger à signer des papiers affirmant que le canal sera un grand bénéfice pour le pays. Un bénéfice très contesté car HKND a obtenu une concession de 50 ans pour la construction du canal, reconductible 50 ans de plus. Pas un centime de la manne générée par le passage des paquebots n'arrivera dans les caisses de l'État. Pourtant, le gouvernement assure que le miracle économique aura bien lieu. Beaucoup de nos compatriotes sont convaincus que ce canal sera un rêve vieux d'un siècle qui devient réalité. Il va créer de l'emploi, réduire la pauvreté, permettre d'améliorer la santé, l'éducation, les infrastructures et faire du Nicaragua un pays compétitif. Le président Ortega, accusé de dérive autoritaire, de trahison à la souveraineté du Nicaragua, il y a même ceux qui croient que le projet n'est qu'un cheval de Troie pour les intérêts chinois dans la région. Dora Tellez a formé une coalition de partis contre le canal. Selon elle, HKND aura du mal à trouver des investisseurs pour financer la construction. Mais ce qui importe, c'est que l'entreprise a d'ores et déjà la concession en poche. Moi, j'ai toujours pensé que ce projet de canal était un jeu de dupes pour couvrir 2 choses. Premièrement, l'expropriation massive de terres appartenant aux petits producteurs. Et deuxièmement, le développement d'une quantité indéterminée de projets privés, qu'ils soient touristiques ou commerciaux. C'est sur cette côte pacifique encore vierge que devrait bientôt se construire l'embouchure du canal, entourée d'une zone franche, d'une autoroute et d'une voie ferrée.
Le Grand Canal, opportunité de développement pour le pays le plus pauvre du continent américain, ou grave erreur de calcul environnemental et social? S'il coupera le pays en deux, il le divise d'ores et déjà, avant même que ne soit donné le premier coup de pelleteuse. Et après le chantier du siècle, le combat du siècle, en tout cas, c'est comme cela qu'il était annoncé. Pacquiao, Mayweather, des millions de fans de boxe étaient au rendez-vous. Sauf que la rencontre n'a pas été à la hauteur des attentes. La faute peut-être au boxeur philippin qui aurait caché une blessure à l'épaule. L'affaire est très sérieuse, la justice va enquêter. Olivier Boulinck. Manny Pacquiao continue de prendre des coups. Après sa défaite contre Floyd Mayweather, c'est maintenant sur le terrain judiciaire que le boxeur philippin va devoir se défendre. Deux Américains réclament des millions de dollars de dommages. Ils reprochent à Manny Pacquiao d'avoir caché une blessure à l'épaule avant son combat à Las Vegas. 2 semaines avant le combat, mon épaule allait de mieux en mieux. Mais je n'ai pas pu récupérer à 100%. Le Philippin est également menacé de poursuites pour parjure. Il n'a pas signalé sa blessure sur son questionnaire médical. Je ne l'aurais sûrement pas autorisé à combattre, et ce, pour de nombreuses raisons. Mais d'abord pour le protéger lui, et puis parce que je ne pense pas qu'il pouvait être à son niveau habituel avec cette blessure. C'est sûrement pour cela que le combat du siècle a été si décevant et que Floyd Mayweather n'a eu aucun mal à venir à bout de son adversaire. Pacquiao, son manager et l'entreprise de promotion Top Rank devront s'en expliquer devant la justice du Nevada, car il y a beaucoup d'argent en jeu. Les billets se sont vendus entre 1 500 et 10 000 $. Même la retransmission à la télévision était payante. En tout, le match a généré pas moins de 400 millions de $. Il est à ce jour le combat le plus cher de l'histoire de la boxe. Et c'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir sur france24.com, section Cap Amérique. À très bientôt sur France 24.